Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 1er août 1752 ». À Paris arrive une petite troupe italienne. Alors, quand je dis une petite troupe, ils sont 3 chanteurs, menés par un certain Bambini. Et ils sont là pour jouer et pour chanter des opéras bouffes. Et parmi les œuvres, la Serva Padrona, la servante maîtresse de Pergolèse, s'il vous plaît, oui, celui du Requiem. La servante maîtresse est un intermezzo en 2 parties d'une 30aine de minutes qui déjà a été donné à Paris quelques années plus tôt, en 1746. Mais à l'époque, ça n'avait pas tellement attiré l'attention. C'est le fait même de l'avoir présenté dans le cadre de l'Académie royale et d'avoir remporté un succès considérable qui va, au contraire, cette fois, faire remarquer l'œuvre et mettre le feu aux poudres. La musique est simple, chantante, très éloignée de la pompe de la tragédie lyrique qui, à l'époque, est le genre roi de la musique française. Alors, 2 parties vont se former à la suite de ces représentations. Le coin du roi, comme on l'appelle, on devrait même dire le coin de Madame de Pompadour, parce que c'est elle qui anime tout ça, la favorite en titre, qui est au sommet de sa puissance à l'époque, 1752, vous imaginez. Alors, évidemment que la favorite et sa majesté sont favorables à l'opéra français, c'est Lully, c'est maintenant Rameau. Et puis en face, ce qu'on va appeler le coin de la reine, même si la pauvre Marie Legzinska n'y est pas pour grand-chose, qui se veut résolument pro-italien. Vous avez bien compris que la querelle des bouffons vient de naître. Comme toujours à Paris, le scandale décide du succès. La presse, si l'on peut dire, en tout cas les gazettes de l'époque, s'enflamment dès le mois de novembre quand le public se réinstalle à Paris. Vous savez, pendant l'été, on va dans toutes les grandes demeures à la campagne, tous les gens importants ont des châteaux, non seulement l'aristocratie, mais la bourgeoisie aussi d'ailleurs. Et on ne se réinstalle à Paris qu'au milieu du mois d'octobre. Les malheureux bouffons vont devenir prétexte à rallumer la querelle des musiques françaises et italiennes. Oh, ça faisait plusieurs décennies qu'on parlait plus de tout ça. C'est pas la première fois qu'il y a comme ça une querelle qui secoue le monde lyrique. En 1733, on avait vu s'opposer les lullistes, partisans de Lully, et les ramistes, partisans de Rameau. Chacun défendait une esthétique à lui, et les lullistes reprochaient à l'époque aux ramistes de se complaire dans toutes sortes de raffinements, de complexité. Ça devenait trop élaboré, tout ça. L'époque aime les controverses qui n'épargnent aucun des arts et qu'attise l'ambitieuse encyclopédie. Vous savez, c'est l'encyclopédie de Diderot, de d'Alembert. Une particularité somme toute bien française, si l'on se souvient de la très célèbre querelle des anciens et des modernes qui avait complètement secoué le monde littéraire et artistique à la fin du siècle précédent. Sur le fond de cette éternelle comparaison entre art italien et art français, il y a une espèce de complexe chez les Français vis-à-vis des Italiens et en même temps un complexe qui vire très vite au complexe de supériorité. La nouvelle polémique oppose un genre noble, sérieux, à un genre comique qui vise l'expression naturelle, l'opéra buffa italien. Les querelleurs se disputent au parterre de l'opéra et dès qu'ils sont sortis, ils rédigent des pamphlets bien acides contre le camp adverse. L'Académie royale, depuis le 28 juin 1669, a privilège de faire représenter des spectacles chantés en langue française. C'est un monopole, si vous voulez, et pour tout le royaume. 160 représentations par an en moyenne, les mardis, vendredis et dimanches. Et là, on joue le grand répertoire de l'opéra français, des tragédies lyriques, des ballets héroïques et des pastorales tout de même. Évidemment, les Italiens viennent se coller dans les interstices, les intermezzi italiens. C'est une première, c'est un événement. La servante maîtresse pousse les esprits enthousiastes à proclamer la supériorité de la musique italienne sur la musique, en particulier celle de Rameau. Mais d'une façon plus générale sur tous les contemporains français, qu'il s'agisse de Pancrace Royer, de Georges-Joseph Cassanéa de Mondonville. Les principaux porte-voix de cette primauté de la musique italienne sont évidemment bien souvent des étrangers qui veulent dire aux Français « mais regardez plus loin, il n'y a pas que votre musique française ». On pense au baron Grimm, bien entendu, au baron d'Holbach également, et puis à Jean-Jacques Rousseau. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Jean-Jacques Rousseau va profiter de cette querelle pour jeter bas le masque et instrumentaliser cette affaire des bouffons en vue d'asseoir sa propre réputation, non seulement de philosophe, mais aussi de polémiste, tout en réglant un vieux compte avec Rameau. Rousseau se veut partisan de la musique italienne. Je dirais même qu'il en rajoute un peu, mais il trouve que le naturel, que la simplicité vont tout à fait dans le sens de ce qu'il aime. Lui, vous savez, après tout, Rousseau, c'est le bon sauvage. Sa dénonciation de l'opéra ramiste et d'une façon plus générale de l'opéra français, c'est sa façon à lui de dire sa défiance envers ce qu'il y a de trop civilisé dans un grand siècle sophistiqué. C'est sa façon de déclarer la guerre au rationalisme cartésien, parce qu'après tout, selon lui, l'opéra français dans ses artifices doit beaucoup trop d'ailleurs, à Descartes. C'est d'autant plus surprenant que les cartésiens de l'encyclopédie l'ont suivi dans sa croisade, et c'est sans doute qu'ils n'ont peut-être pas compris toute la portée que voulait lui donner Rousseau. Rousseau connaît la musique, c'est le cas de le dire, à tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Vous savez qu'il était copiste de métier, il copiait des partitions, c'était comme ça qu'il gagnait sa vie, le pauvre, en tout cas à l'époque où il n'avait pas de quoi manger. Et puis à son actif, il a un certain nombre d'inventions musicales, et notamment une notation entièrement chiffrée qui a été soumise à l'Académie des sciences, publiée sous la forme d'une dissertation sur la musique moderne qui lui a valu la commande par Diderot d'articles sur la musique dans l'encyclopédie, justement. Mais aussi, il a composé des motets. Le Devin de village, c'est son petit opéra très célèbre, puisqu'il a été créé avec beaucoup de succès à la cour, justement, en octobre 1752. Bref, tous ces titres musicaux font impression sur les mélomanes et les savants, mais il n'en est pas de même avec l'ombrageux Rameau. Et ça, bien sûr que Rousseau le sait. Rameau l'a accusé d'amateurisme, de plagiat. Rameau, qui a entendu l'opéra-ballet de Rousseau, Les Muses galantes, a épinglé, je cite, « tout ce qu'il y a de plus mauvais en musique française, tant vocale qu'instrumentale ». C'est pas un grand plaisantin, Rameau, disons. C'est un très grand génie, par ailleurs. Nous l'égratignons gentiment à travers Rousseau. Cette fâcheuse affaire ne fait pas seulement perdre au pauvre Jean-Jacques temps, travail et argent, comme il l'écrit dans les Confessions, nous dit Marie-Vonne de Saint-Pulgent dans ses Musiciens et le pouvoir en France. C'est paru dans la Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard. Le duc de Richelieu, dit-elle, ami et admirateur de Voltaire, est également un proche de Madame de Pompadour. Alors, entre nous soit dit, proche de Madame de Pompadour, ça dépend à quelle époque et dans quelles circonstances. Mais enfin, je ferme ma petite parenthèse. Et en humiliant Rousseau face à ce grand seigneur, le clan ramiste ruine ses chances de carrière officielle. On comprend qu'il ait mal digéré l'affront et saisit la première occasion pour s'en venger. Rousseau trempe sa plume dans l'encre du ressentiment pour écrire sa lettre sur la musique française. Et quand c'est Monsieur Rousseau qui écrit, évidemment, c'est mieux que bien écrit. C'est tout simplement parfait et ça fait mal. Je le cite. « Je crois avoir fait voir qu'il n'y a ni mesure ni mélodie dans la musique française parce que la langue n'en est pas susceptible, que le chant français n'est qu'un aboiement continuel, insupportable à toute oreille non prévenue, que l'harmonie en est brute, sans expression et sentant uniquement son remplissage d'écoliers. Que les airs français ne sont point des airs, que le récitatif français n'est point du récitatif, d'où je conclus que les Français n'ont point de musique et n'en peuvent avoir, ou que, si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux. » Je trouve merveilleux que le texte destiné à liquider la musicalité de la langue française soit lui-même d'une musicalité parfaite. Vous écoutez Radio Classique. Le fond de la querelle est social, parce que derrière les Italiens, il y a l'idée qu'on peut se faire d'un art populaire et qui soit en même temps un art de qualité. Rousseau ironise sur la préciosité des manières de cour, il critique la mauvaise qualité du chant lyrique français, il n'a pas entièrement tort dans tout ce qu'il dit. On peut aussi apercevoir chez les philosophes en général de l'amusement, un plaisir de plume, un art du trait, de la polémique. Vous avez bien compris que tout ça ne porte pas très loin, c'est d'une certaine façon
un exercice de style aussi, bien sûr. On critique tout ce qu'on peut à travers la musique, bien sûr. Il y a une nouvelle pensée qui essaie de se faire jour et qui veut mettre en avant les outils conceptuels qu'elle est en train de forger. Le coin du roi, donc, qui est assigné à la défense de la musique française, est animé, vous l'avez compris, par Madame de Pompadour, en vérité presque autant sinon davantage par son frère, le marquis de Marigny, qui est un très grand personnage puisqu'il est directeur général des bâtiments, arts, jardins et manufactures du roi, une sorte de super ministre de la culture, et que surtout, il est allé en Italie et que très paradoxalement, il a rapporté d'Italie, le marquis de Marigny, le classicisme qui allait faire bientôt la grandeur du style français. C'est tout le paradoxe. Il y a aussi le comte d'Argent, son ministre de la guerre, qui pourtant est un grand ennemi de Madame de Pompadour, mais qui va prendre fait et cause pour la musique française. Bref, de l'autre côté, dans le coin de la reine, il y a la reine elle-même, Marie Leginska. Alors, la reine Marie, elle regarde ça d'un petit peu loin, disons les choses. Mais enfin, ça l'amuse. Et puis, elle est bonne musicienne. Ça l'intéresse, cette affaire. Surtout, il y a, autour de la reine, et c'est un paradoxe parce qu'elle n'est pas la figure la plus moderne, si je puis dire, de ce règne, il y a tout ce qu'il y a de plus avancé politiquement dans la République des lettres. Énorme paradoxe. Madame de Pompadour, l'amie des philosophes et de Voltaire, celle qui soutient l'encyclopédie, défend la musique française et la tradition. Et dans le clan ultra-catholique et conservateur de la reine, on soutient la musique italienne et l'innovation. Avouez que tout est à front renversé dans cette affaire. Dans un contexte de censure monarchique, la querelle devient également une querelle politique, disons-le. Mais qu'est-ce qui n'est pas politique sous le règne de Louis XV? C'est le règne le plus politique de l'histoire de France. L'opéra est une institution dans laquelle se construit une image artistique de la royauté. Tout ça date de Louis XIV, bien sûr, mais ça avait même commencé avant, dès Henri III, figurez-vous. Être du coin du roi, c'est associer l'opéra français à une identité nationale, c'est la défendre. Et si vous êtes du côté des Italiens, en fait, vous remettez indirectement en cause l'autorité du monarque, ce dont la pauvre reine Marie est bien loin de se douter entre nous. Plus de 60 pamphlets vantent tour à tour les mérites de l'opéra français et de l'opéra italien. Ils sont publiés entre l'été 52 et la fin du printemps 54, sous des noms d'emprunt pour la plupart, et ça fait énormément de discussions, bien sûr, avec des petits événements. Alors c'est des tempêtes dans des verres d'eau, mais enfin quand même, ça attise les haines, tout ça. Les condamnations péremptoires de la lettre sur la musique française de Rousseau vont avoir un effet tout à fait différent de celui qui était recherché, puisque l'opinion qui jusqu'alors regardait ça d'un peu loin et balançait entre les deux, l'opinion se sent bafouée dans son orgueil. À l'issue de la guerre des pamphlets, on va faire bloc autour du roi, de la favorite, de la patrie française, et en mai 54, alors là ça va loin, un édit royal ordonne le départ des bouffons. Vous imaginez ça? Et le public va ovationner Rameau au moment où son opéra Castor et Pollux est repris à l'automne 1754. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que Rameau, là aussi malgré lui, est devenu un pur symbole politique. Et la plupart des protagonistes de la querelle vont disserter à tort et à travers sur des matières qui, disons-le, ne leur sont pas du tout familières. Alors, Rousseau, lui, il faut le mettre à part, c'est exactement ce qu'il combat. Lui, il combat la société d'Ancien Régime, il combat l'esthétique classique, la civilisation à ses yeux vermoulus qui a produit tout ça, et il veut promouvoir une révolution philosophique qui soit aussi, et qu'il deviendra d'ailleurs 30 ans plus tard, une révolution sociale. Rameau ne s'y trompe pas, c'est pourquoi il entre en guerre contre Rousseau, et son intervention va déclencher la seconde phase de la bataille qui jusqu'alors l'avait plutôt épargné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Rameau va se mettre en colère. Il réfute point par point les thèses de Rousseau et il ne s'en tient pas là puisque l'année suivante, il va carrément aller s'attaquer aux erreurs sur la musique qui figurent dans l'encyclopédie et pas seulement les articles de Rousseau. Rameau fustige les articles qui ont été écrits par Diderot, qui va lui rendre l'appareil dans le neveu de Rameau. Vous voyez d'où ça vient le neveu de Rameau finalement. Et puis surtout, il critique d'Alembert. On lit que le défaut d'oreille est un grand obstacle pour quiconque prétend se donner pour législateur en musique.
Ah, c'est pas gentil, non, c'est vrai que c'est pas très gentil. La querelle des bouffons, nous dit Maryvonne de Saint-Pulgent. Cette querelle dégénère alors en querelle entre d'Alembert et Rameau, où les assauts de plus en plus violents et désordonnés du musicien se heurtent à la politesse dédaigneuse du géomètre, donc à d'Alembert. Tout en lui reconnaissant avec élégance le mérite d'avoir le premier rendu la musique une science digne d'occuper le philosophe, d'en avoir simplifié et facilité la pratique, et d'avoir appris aux musiciens à porter dans cette matière le flambeau du raisonnement et de l'analogie, d'Alembert lui dénie calmement, avec une espèce de clarté démonstrative qui ne peut que rallier les lecteurs de bon sens, nous dit Maryvonne de Saint-Pulgent, le droit de tirer de sa doctrine harmonique une théorie cosmologique de la musique, l'érigeant en mère de toutes les sciences. De l'avis de tous, le débat est clos, mais Rameau estime que non. Il s'obstine, il est de plus en plus isolé, de moins en moins lisible, et il disserte sur la valeur métaphysique de la musique, et à sa mort en 1764, il laisse 3 derniers ouvrages théoriques qui, disons-le, sont assez difficilement lisibles. Le 30 juillet 53, pour revenir quelques années en arrière, le théâtre de la Foire présente une pièce d'Antoine d'Auvergne qui s'appelle « Les Troqueurs ». C'est une œuvre qui s'inspire d'une fable de La Fontaine et elle a été composée dans un style italien, à la demande du théâtre. L'identité de d'Auvergne est déguisée dans un premier temps. Le compositeur a été présenté comme musicien italien qui savait le français. Les partisans des bouffons sont aux anges. Ils félicitent les programmateurs du théâtre pour cette création qui vient les venger avant de découvrir la véritable identité du compositeur et par conséquent leur méprise. Les Troqueurs va rester un succès majeur de la scène parisienne, comme va l'indiquer le Mercure de France, que je cite. La musique de cet intermède, le premier que nous ayons eu en France dans le goût purement italien, est de monsieur d'Auvergne. Il n'y a personne qui n'ait été étonné de la facilité qu'a eu ce grand harmoniste à saisir un goût qui lui était tout à fait étranger. Le désir de voir une chose si singulière a attiré tout Paris à ce spectacle, et le plaisir y a appelé tous ceux qui sont sensibles au charme d'une bonne musique. Est-ce qu'on peut parler de l'arroseur arrosé, ou plutôt arrosant, devrais-je dire? Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette querelle des bouffons qui, après des débuts un peu courtois, puis une polémique aimable, a fini par s'envenimer. Cette querelle, elle va s'éteindre après 2 ans. Elle a constitué un grand moment d'ouverture de la musique française aux valeurs nouvelles, aux valeurs esthétiques nouvelles. La forme française n'a pas renoncé à elle-même, mais elle a accepté de s'ouvrir un peu à autre chose. On a renouvelé le genre, si vous voulez. C'est un nouveau système d'opéra qui va se mettre en place à la Comédie Italienne et au Théâtre de la Foire, bien sûr, et qui accommode ce qui a été l'objet de la querelle, c'est-à-dire le naturel, la simplicité qui viennent d'Italie et qui vont fusionner avec la richesse, notamment la richesse harmonique, mais pas seulement, de la tragédie française. L'esprit français, surtout durant le XVIIIe siècle, après tout on est au siècle des Lumières, l'esprit français est un esprit bretteur, qui a un goût de la polémique et de la controverse qui puise sans doute dans un terreau gaulois, qui n'a somme toute jamais cessé, y compris dans cette période qu'on voudrait croire celle de la pure raison, n'est-ce pas? Il va se traduire ensuite par la querelle des gluckistes, ceux qui défendent Gluck, et des piccinistes, ceux qui défendent le bien oublié Niccolò Piccini. Et ça va diviser de nouveau le monde musical parisien, cette fois sous le règne suivant, au tout début du règne de Louis XVI, que j'ai très envie dans le cas précis d'appeler le règne de Marie-Antoinette. Et ça mettra en scène les défenseurs de l'opéra français, donc les gluckistes, et les partisans de la musique italienne, les piccinistes. Qu'est-ce que vous voulez? Le siècle des Lumières aura aussi été le siècle